Donc, je commence par rappeler ces mots du poème en miettes. Des morts, il reste parfois des toiles, des livres, de l'histoire, des souvenirs. Et après, quand nous ne sommes plus là pour nous prêter aux toiles, aux livres, aux histoires, aux souvenirs. On sait la défiance d'Antoine Aimaz à l'égard du jeu, le jeu, comme il l'écrit moqueusement. Si, malgré tout, j'assumerai ici une première personne, ce sera donc seulement pour dire le lecteur, cette indispensable caisse de résonance du poème, comme Aimaz ne cesse de le rappeler dans ses notes sur la poésie. Ainsi, dans Cuisine, le poème est interrogé comme un dialogue singulier avec chaque lecteur. Quel effet a cette page sur moi? Et pourquoi? Et comment? Dans le même ouvrage, il évoque la lecture comme une rencontre de deux subjectivités et l'écriture comme une manière de rencontrer l'autre. Mais pour être à la hauteur d'une telle rencontre, il s'agirait pour le lecteur de répondre lui-même à l'injonction contradictoire que se donne le poète dans Cambouis, être à la fois le plus absent et le plus présent. Et je ne sais trop comment résoudre cette contradiction. D'un côté, il faudrait dire l'effacement du poète et soi-même se faire oublier pour que seuls résonnent ses mots. D'un autre côté, pourquoi intervenir dans ce colloque, sinon pour dire cette émotion qu'il offrait en partage, cette émotion qui aujourd'hui m'empêche, comme j'imagine bien beaucoup d'entre nous, de distinguer avec toute la netteté requise par le discours théorique les poèmes et le souvenir si présent de celui qui les lisait devant nous. Soyons sincères, à chacun des mots d'Antoine Aimaz que je lis aujourd'hui, c'est aussi sa présence singulière qui insiste. Je commencerai donc par un souvenir, mais un souvenir justement lié à cette question d'un je à la fois absent et présent dans le poème. En effet, il y a une quinzaine d'années, avec mon collègue Michel Brault, nous avions organisé à Bordeaux un colloque sur l'irressemblance, selon le mot de Jacques Roubaud, avec un sous-titre précisant poésie et autobiographie. De nombreuses communications avaient alors montré combien il est délicat de définir précisément le rapport entre je vécu et je écrit. Dans le je rendu autre par l'écriture du poème, que reste-t-il au juste de la personne du poète? Cela nous semblait évident, il n'y avait qu'une manière de refermer ce colloque en ne cherchant surtout pas à conclure ou à répondre absolument à la question, c'était tout simplement d'être confronté pour finir à la présence bien vivante de poètes qui, en quelque sorte, liraient leur je écrit et dès lors incarneraient l'irressemblance même. Depuis le tout début de ce projet, j'avais rêvé d'une rencontre qui associerait les voix de deux poètes, Jacques Dupin et Antoine Aimaz, parce que leur poésie me semblait poser la question du je de manière extrêmement stimulante si l'on interroge les rapports entre poésie et autobiographie, mais aussi parce que tout simplement ces deux poésies me bouleversent, et que ces deux poésies résonnent pour moi avec une telle force, cela me semblait révéler quelque espace commun en poésie qui serait à questionner. Puis, ce que j'appelle un espace commun, il me semblait tout de même en voir des marques assez claires dans leurs poèmes, et pas seulement parce qu'Aimaz a répété ce qu'il devait à la génération des années 50. Il y a tout d'abord une même hantise du mur. Chez Jacques Dupin, elle est au cœur de sa complicité si importante avec Tapiès, par exemple. Chez Antoine Aimaz, on pense bien sûr au poème du mur, tandis que deux vers de poème-lettres affirment un mur indéfiniment. Plus encore, les rapproche un même attachement au lichen. Pour Jacques Dupin, on pense à Lichen dans le recueil Gravir ou à ses 9 lichens pour Pierre Reverdy. Pour Antoine Aimaz, ce serait par exemple l'ouvrage Lichen ou dans Os, la référence à une parole lichen et ce vers très frappant, lichen, poésie, lichen. Ou encore cette notation de Ra, le ténu est vivace, lichen, lierre, mousse. Car pour ces deux poètes, il est assez évident que le lichen, bien davantage que simple motif, est parfaite métaphore d'une poésie âprement conquise, rare, gardant quelque chose d'une densité minérale dans le resserrement des mots sur la page du poème.
Puis ce sont des poètes de la respiration et de l'asphyxie, tous deux hantés par une juste saisie du réel. Quant au moi, il me paraissait susciter une égale défiance dans ces deux poésies qu'un même lien avec Pierre Reverdy achève apparemment de rassembler dans un espace commun. Mon rêve d'une telle rencontre ne me paraissait donc pas injustifié. D'ailleurs, cette rencontre, je ne l'ai pas seulement rêvée, puisqu'elle a eu lieu grâce à la disponibilité des deux poètes. Cette rencontre, telle que l'a accueillie une belle salle du CAPC à Bordeaux, les lectures de poèmes, le dialogue avec l'assistance, je ne saurais trop comment en parler, sinon pour dire bien platement que ce fut un moment inoubliable. Mais alors, si ce n'est pour le développer, pourquoi avoir ici convoqué ce souvenir? Eh bien, parce que quelque chose s'en est écrit que j'ai découvert à la parution de Cambouis. Bordeaux. Mal compris dans le travail de Dupin, ce cryptage-décryptage d'éléments que le lecteur ne peut comprendre sans aide, comme si la poésie naissait de cette désorientation du réel. S'il parle des enfants rouges, ou du singe, ou de l'océan, comment deviner qu'il s'agit du marché de Paris, d'un vrai singe familier de l'enfance, du nom d'un café, l'océan, situé à 2 pas de chez lui? Quelque chose d'intrigant malgré tout dans ce réel produisant de l'image par simple décontextualisation. Évaporation du réel, par là, alors que j'ai plutôt tendance à le poser massivement. Pour me rassurer, ainsi le rapprochement que j'avais rêvé révélait-il finalement une distance? Certes, on pourrait discuter ce qu'Antoine Aimaz appelle ici le cryptage-décryptage de Dupin. Parce que, en un sens, cela revient à mêler deux plans bien distincts. D'une part, ce qui se joue dans une expérience d'altération du réel par l'écriture poétique, cette même dynamique qui fait devenir autre le je. D'autre part, ce qu'un poète choisit de dire à des lecteurs dans le cadre d'une rencontre qui l'interroge. Il serait injuste de le laisser penser, Jacques Dupin n'a jamais estimé que le lecteur ne pouvait comprendre sans aide. Il est vrai, la question n'était pas tant pour lui de se faire comprendre que d'agir de manière plus souterraine, en assumant une part de non-sens, d'illisibilité même, pour mieux parler à la part intuitive, pulsionnelle, primitive de chaque lecteur, ou de ce qu'il appelait l'inconnu de tout lecteur. En ce sens, peu importe l'origine du singe ou des enfants rouges. Mais l'essentiel n'est évidemment pas là, dans le paragraphe de Cambouis, qui n'entend nullement proposer une lecture de Jacques Dupin. Ce qui compte, c'est d'abord la manière dont la pensée s'alimente du souvenir de la rencontre, comme dans d'autres notes, elle se nourrit d'une chanson ou d'une simple anecdote, et surtout trouve par là une manière de se dire. Et ce qui se dit, ici comme ailleurs, c'est un constant souci du lecteur. Et c'est une première différence importante entre ces deux poésies que j'avais trop vite cru pouvoir rassembler, d'un lecteur dont il s'agit d'être compris. Il écrit ainsi dans Cambouis, « On doit pouvoir en gros mesurer si le poème demeure audible, par qui, comment. Un poème reste destiné, adressé, partagé, ou bien il n'est que miroir d'un narcissisme autarcique, d'un autisme même de chapelle, bref, d'un mépris. » Les mots se font tranchants, le ton catégorique comme assez rarement dans ces pages. C'est qu'il en va de toute une morale d'écriture. Une certaine transparence de communication reviendrait à une égalité de principe qui seule pourrait établir le poème comme espace partagé. C'est bien ce qu'a montré Dominique Rabaté ce matin. On peut même parler chez Aimaz d'une véritable hantise de l'hermétisme et de l'élitisme, à laquelle répond le souci de faire sens, et donc de maîtriser le partage. C'est pourquoi il souligne « Vouloir du sens, c'est simplement affirmer la nécessité que le lecteur puisse se connecter, d'une manière ou d'une autre, à sa manière, à l'expérience qui porte le poème. Avant de s'énerver, comme il le dit lui-même, pour moi, un poème devrait pouvoir être lu par n'importe qui. » Si bien que, à l'illisibilité clignotante revendiquée par Dupin, s'oppose on ne peut plus frontalement cette défense vigoureuse de la lisibilité.
Un des enjeux est celui de la lisibilité, prise dans un sens très large. L'écart poésie publique vient en partie du fait que le lecteur est souvent désarmé devant une poésie qui ne lui est plus perméable de prime abord, qui ne semble plus s'adresser à lui. Et c'est là précisément que se pose la question du jeu, ou plutôt de son effacement. Cela ne m'intéresse pas de me raconter. Le poème n'est pas une confession. Il est l'expression d'une émotion, d'une expérience qu'il va rendre, idéalement, équidistante de moi et du lecteur. Je fais un travail de mise à distance, sans rupture, et le lecteur fait un travail d'approche, sans rupture non plus. Combien nous sommes loin, en effet, de la poésie de Dupin, qui n'est en un sens que rupture. Par ailleurs, la notion d'équidistance appelle une lecture politique autant qu'esthétique. Je dis politique, puisqu'Emaz se réclame d'une communauté pauvre avec ses lecteurs et dit lancinante la question du commun, du politique, du vivre. C'est pourquoi il est essentiel que le lecteur reste le sujet possible du poème, et donc que s'efface toute trace d'un moi au contour trop marqué qui gênerait la projection. S'il s'agit, pour citer des mots de cuisine, d'étouffer le biographique en poésie, c'est pour mieux préserver l'espace de respiration de chaque lecteur. Comme l'écrit Michel Collot, il s'agit d'atteindre à une sorte d'anonymat qui est la condition de l'universalité et de la communication poétique. Un peu à l'inverse du Baudelaire des foules, le poète s'offre lui-même en place vacante, je, non pas masqué ou altéré, mais impitoyablement dévêtu de l'accidentel et du singulier, jusqu'à devenir ce on indéfini caractéristique de sa poésie, tant il importe que le lecteur s'y reconnaisse. Quand, chez Dupin, il lui faut se perdre jusqu'à s'y découvrir autre. Puis, le fragment de cuisine, j'y reviens, de Cambouis, excusez-moi, dit encore autre chose. Je veux dire, cette peur exprimée par Emaz d'une évaporation du réel et ce soin en réponse de le poser massivement. Massif, le mot pourrait surprendre si l'on pense à la page souvent très aérée du poème. Mais bien sûr, il s'agit ici de faire masse, non par la construction ou par l'étendue, mais par une extrême densité. On comprend ainsi cette sorte de rage à élaguer, à simplifier, à concentrer en quelques mots, quand ce n'est pas en une seule syllabe. On lit ainsi au début de Cambouis, « Conservez l'eau comme élément dominant et virez tout le reste ». Virer tout le reste, l'injonction revient constamment dans les notes, comme pour un art poétique minimal et minimaliste. C'est que, souligne son tout dernier recueil, R, dans un poème, les fioritures, il en restera toujours assez. D'ailleurs, c'était déjà un tel refus des fioritures que deux vers d'antre disaient et illustraient en même temps. Voir peut-être ira. Peu par rien. Dans ces vers très brefs, les mêmes consonnes reviennent comme pour resserrer davantage encore la langue. Peut-être, plus ras, à rien. Et c'est bien cette exigence du ras qu'expriment tant de titres monosyllabiques. Ras, précisément, mais encore c'est, bout, plaie ou os, tout particulièrement, qui dit bien le refus de toute chair superflue. De manière remarquable, ce sont trois termes monosyllabiques successifs dans une phrase nominale dénudée à l'extrême qui formulent dans Cuisine cette exigence d'écriture. Donc, sec, simple. Une phrase qui fait écho aux trois vers de bout, donc c'est simple à suivre, ou aux deux vers de plaie, réel, sec, c'est. C'est donc comme si l'écriture poétique devait éviter tout ce qui risque de distraire du réel le plus brut et le plus immédiat, tout ce qui, en somme, pourrait contrarier cette exigence première, ainsi formulée dans Os, là, tout de suite à prendre, ou bien rien. Dès lors se comprend l'affirmation toujours renouvelée d'une pauvreté qui ne garderait que l'essentiel, recueil de poèmes pauvres, musique pauvre, lumière pauvre, poésie de peu.
C'est pourquoi aussi s'impose cette image du chat famélique, tel que, semblable à la célèbre sculpture de Giacometti, il donnerait à voir le poème dans sa frugalité farouche. Un chant aussi maigre qu'un chat des rues. Et en y repensant, sans doute la référence à Giacometti, dont on sait par ailleurs la proximité avec Jacques Dupin, avait-elle contribué à m'induire en erreur quand j'avais cru en un espace commun aux deux poètes? Il faut dire que j'avais alors négligé un point essentiel, car si j'ai évoqué précédemment Pierre Reverdy comme un poète qui les réunissait, je n'ai rien dit encore d'un autre poète essentiel pour toute une modernité poétique et singulièrement pour Jacques Dupin. J'entends Arthur Rimbaud. Or, chez Emaz, qui, comme on sait, refuse toujours de sacraliser l'écriture, c'est tout d'abord un certain mythe Rimbaud qui est évoqué de manière très irrévérencieuse. Cela m'amuse toujours qu'Arthur soit devenu icône du poète. Il est une trajectoire possible, certainement pas un modèle. La vie, vite. À 20 ans, oui. À 40, déjà moins. À 60, ce n'est plus raisonnable. Sous cet angle, Rimbaud est un rocker, pas un poète. Mais c'est aussi un certain engagement existentiel qui le détourne de la poésie de Rimbaud. Rimbaud, dans sa différence, ne m'a jamais vraiment fait rêver. Surtout, s'ils affrontent la même réalité rugueuse à étreindre, les éloignent, entendus en son sens le plus large, la pratique d'une certaine hallucination simple par le Rimbaud de l'alchimie du verbe, c'est-à-dire ce qui dédouble le réel, ouvrant la possibilité d'une projection fantasmatique et permettant au jeu, non de s'effacer, mais de s'altérer. D'ailleurs, Emaz ne manque pas de corriger, je n'ai pas un autre. De même qu'on entend un renversement de célèbres formules rimbaldiennes dans Il n'y a pas d'ailleurs et aucune sorte d'éternité retrouvée. On comprend donc qu'il précise, dans Cambouis, je peux reconnaître dans l'absolu le génie de Mallarmé ou de Rimbaud, en même temps que constater que, pour moi, ces œuvres sont devenues inactives. Je ne les relis pas, ou très peu, parce qu'elles ne me touchent pas, ou plus. Pour Rimbaud, il me reste des éclairs, mais l'orage est passé. Le sentiment d'une désorientation du réel, tel qu'il s'énonce dans le fragment consacré à Jacques Dupin, tient donc à une méfiance à l'égard de l'hallucination, j'entends par là tout mouvement incontrôlé de l'imaginaire. Ce qui, justement, fait jaillir du quotidien prosaïque les images déroutantes de l'océan ou des enfants rouges. D'ailleurs, il déclare dans un entretien avec Thierry Guichard « Je n'aime pas l'image, l'imaginaire, le rêve ». Et c'est bien en ce sens que le réel est massif dans la poésie d'Emaz. L'image, si elle n'est pas absente, reste comme surveillée et jamais ne favorise une dérive de l'esprit. Rien non plus d'une illumination. Il ne faut pas briller, mais luire. Il écrit ainsi dans Rat, « Si on pouvait, là, dans les mots, changer ce qui est à voir, non. » De même, il peut remarquer dans le poème « De près, de plus loin », on voit mal via les mots. C'est pourquoi on entendra dans toute son ambiguïté le souci ainsi exprimé dans Cambouis, que rien ne soit voyant. C'est-à-dire qu'à une critique du clinquant ou de l'effet trop apparent s'ajouterait une mise à distance du poète voyant qui, selon les mots de Breton dans Nadja, voit ce que je ne vois pas. Le poème Viande de Fondeuil est à cet égard significatif. Il s'achève en effet de manière abrupte dans un refus de céder à toute suggestion de l'imaginaire après avoir rapporté la vision d'homme qui, je cite, porte des blocs de viande aussi grands qu'eux. Alors, le jour commence avec cette viande livrée. Voilà ce qu'on peut dire. Et de même que le rouge de la viande est simplement dit sans susciter d'image qui éloignerait de la vision brute de la boucherie, dans le recueil Pau, c'est le jaune des fleurs qui est mentionné sans suggérer autre chose que lui-même. Le jaune dit quoi sauf son jaune?
Finalement, c'est bien là que m'apparaît le cœur même de la poésie d'Aimaz, bien plus proche à cet égard de Philippe Jacotet. Ne jamais perdre le contrôle afin de ne pas affaiblir les possibilités de partage, qu'il s'agisse des pouvoirs de déplacement de l'image ou qu'il s'agisse du rythme trop ample de la phrase qui pourrait appeler des mots insuffisamment dénudés ou coupés à ras ou rongés jusqu'à l'os. C'est d'ailleurs ce que dit cet autre art poétique qui suscite cette image frappante, diluant dans le gris toute tentation de l'image. Mesurer les effets, toujours. Ne pas chercher à en faire trop, à s'épater soi-même. Un carré gris sur fond gris. Tout lecteur d'Aimaz trouvera l'image quelque peu excessive dans sa pauvreté même. Il y a des couleurs dans ses poèmes, à commencer par celle de la glycine. Mais justement, l'un des nombreux textes qui lui est consacré me semble assez exemplaire du souci de maîtriser la poétisation, soit l'élan des mots et la dynamique des images, qui menaceraient de détourner du réel le plus nu. Car c'est comme si nous pouvions suivre sur la page d'os la naissance du poème se dégageant du bloc de prose comme une figure surgirait du tas d'argile, mais avant de s'en distinguer tout à fait. Il y a une glycine, c'est-à-dire une haute masse suspendue de feuilles avec des grappes qui repartent violettes vieillottes et on tape sur cette masse pour essayer de rendre son or vert, tandis que la lumière plus fragile file vite, descend vers la nuit sans que l'œil puisse tenir, d'où les mots pour garder quelque chose comme... D'abord, dans cette phrase dénudée de toute ponctuation, le simple constat du « il y a » est suivi par une exigence de clarté, c'est-à-dire. Mais, comme si la parole cédait soudain à l'appel du poème, vieillotte semble appelée par l'effet de paronomase avec violette, en même temps que le mot initie un jeu d'allitération qui scande la phrase et, comme accompagnant les coups, semble la relancer. Repartent violette, vieillotte et on tape. Puis l'adjectif vert à la fois appelle la rime intérieure, or vert, lumière, et fait image, or vert. Encore n'est-ce pas vraiment une image, mais une manière de traduire une indécision ainsi évoquée dans le recueil Pau. Entre vert et jaune, la glycine hésite. Une manière aussi de dire ce mot impossible rêvé dans rat. Il faudrait un mot comme vert, mais jaune. D'ailleurs, comme pour se garder de toute tentation de l'éloquence ou de l'artifice, aussitôt la parole se simplifie et s'accélère, comme portée par la dynamique des allitérations et des assonances, et de l'assonance fragile, file, vite. Et alors le poème trouve son rythme, un rythme trisyllabique, rythme pauvre, pour ainsi dire surimposé à la prose linéaire. Vers la nuit, sans que l'œil puisse tenir tous les mots pour garder quelque chose. Cependant, le paragraphe s'achève brusquement avec ce « comme » qui, laissé en suspens, à la fois brise le rythme conquis et élude la comparaison qui éloignerait du réel. Je dis comme et tout se métamorphose, écrivait Robert Desnos. Mais c'est précisément une telle métamorphose que rejette la poésie d'Antoine Aimaz. Cette métamorphose, qui peut être celle d'une usine en mosquée chez Rimbaud, chez Dupin, celle d'un café en océan ou d'un marché de Paris en enfant rouge. Et dans cette fin abrupte, dans cette comparaison inachevée, dans ce comme posé massivement, je crois reconnaître comme un refus de mener plus loin le poème qui menaçait d'être trop voyant, qu'en seul compte ce qu'il y a. Une peur, en somme, d'une évaporation du réel. Je ne croyais pas si bien dire, en réalité il n'y a guère entre Jacques Dupin et Antoine Aimaz qu'un rapport d'irressemblance. Pourtant, dans cette caisse de résonance que, en tant que lecteur, je suis, quelque chose persiste à rapprocher ces deux poésies. Quelque chose de très irrationnel sans doute, mais qui aide également à affronter le réel. Une manière de ne pas céder, de tenir le non, de ne pas finir tête basse.
une intransigeance qui continue de réunir pour moi les chiens enragés de Jacques Dupin et le plus discret chat des rues d'Antoine Aymaz. Je vous remercie.